Allez, c'est parti, direction San Francisco avec le CIO fondateur de plateforme.sh, Frédéric Play. Salut Fred, Salut Sébastien. ravi de faire cet épisode avec toi. Tu es effectivement le CIO de cette belle scale-up française du cloud. Merci tiens à Pierre de Raoul, l'agence Raoul j'allais dire qui nous connecte, qui nous reconnecte parce qu'on se connaît déjà. On a échangé à quelques reprises. Tu as eu en plus la gentillesse d'être l'un de mes partenaires en 2024. Donc je ne fais pas d'appel du pied pour 2025. Même si je crois que comment s'appelle mon inventaire est full ou presque full, mais en tout cas voilà, je te remercie après Génial. coup et je suis ravi de faire ça avec toi. Donc on décorelle tout le temps effectivement. Si jamais vous sponsorisez l'épisode, vous venez pas dans la semaine ni dans le mois qui vient, mais bon évidemment si on veut faire de l'édito ou du business un jour, on s'empêche rien. Ravi effectivement d'échanger avec toi pendant 3 quarts d'heure, Fred, sur ta solution d'hébergement de sites et d'applications web sur le cloud. Moi, je résume ça comme ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et toi, quand tu pitches, non pas à ta grand-mère, mais voilà, on va dire en quelques mots, plateforme.sh, qu'est-ce que tu dis? Sébastien, d'abord, merci beaucoup de ton accueil. Je suis ravi d'être sur le show ce soir avec toi. Et qu'est-ce que je dis pour présenter plateforme? Écoute, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer aux grand-mères, mais l'idée générale, c'est qu'en fait, on passe un temps fou à manager son infrastructure cloud en général. Et c'est ce problème qu'on adresse en fait. On rend les choses plus simples, on limite le overhead mental que représente le fait de gérer l'infrastructure et on permet aux gens finalement de se concentrer sur construire un produit, se concentrer sur résoudre des problèmes de business logique, avoir une bonne UI, avoir une bonne expérience client, et puis passer un peu moins de temps sur la plomberie du cloud qui prend vraiment du temps. Donc c'est là-dessus en fait qu'on a un impact pour les équipes de développement logiciel en général. Très clair. Bon, on va revenir sur ta story, ta success story pendant cet épisode. Tu es un entrepreneur un peu sous le radar, un peu, enfin, je présume, de manière assumée, low profile et pourtant à succès. Plus de 50 millions d'ARR aujourd'hui, donc le revenu euh, annualisé. Donc, on prend le dernier chiffre d'affaires du mois et on fait x12, voilà l'ARR. Tu es rentable depuis 12-18 mois, tu as des milliers de clients dans le monde, des centaines de collaborateurs dans 25 pays, tu as levé 28 millions en 2018, à nouveau 140 millions de dollars il y a 3 ans, donc à l'été 2022. Et puis tu es une boîte 100% remote, j'aimerais aussi qu'on en parle, et tu fais ça depuis des années, hein, bien avant le Covid, rien à voir avec la pandémie. Tu es installé, donc je le disais, entre Paris et la Silicon Valley, donc évidemment intéressant d'avoir ton point de vue transverse là-dessus. Avant cela, donc mon conducteur classique, on commence par ton parcours, ce que tu faisais, Fred, avant de lancer plateforme.sh en 2015, il y a 10 ans maintenant. Écoute, ce que je faisais, j'étais déjà entrepreneur. C'est en fait, Plateforme SH, c'est la quatrième entreprise que je co-crée parce que j'ai à chaque fois co-créé les entreprises que j'ai dirigées. Je faisais un logiciel qui permettait de faire des solutions e-commerce qui étaient concurrentes de à l'époque Magento. Ça rappelle quelque chose aux plus Moi, jeunes je connais d'entre pas, je nous, suis passé à côté, ouais. âgés d'entre nous. Ouais. En fait, c'est une solution qui permet de construire un site e-commerce. Ok. Et en fait, Plateforme SH, ça a été la continuation assez naturelle de cette aventure. Donc ça Donc, s'appelait on a recréé Commerce une autre Guide, mais boîte. avant ça, quand même, je corrige si tu me le Ouais, permets, sous je ton t'en prie. contrôle évidemment. T'es passé par deux, trois corporates, genre Oui, L'Oréal, les telcos, oui, etc. Mais bon, oui, t'es pas oui. resté J'ai longtemps. fait, euh, j'ai fait 3 ans chez L'Oréal, 5 ans chez SFR, Ok. qui appartenait à l'époque à Vodafone. La société a Bien beaucoup sûr. changé depuis. Bien Mais, sûr. euh, Ouais. mais j'ai adoré en fait. Tu vois, c'était des super expériences. J'étais quand même La super Société clair sur le française fait de que radiotéléphonie. Tu te rappelles de ça? c'est moche hein, Ouais. comme nom. Mais ouais, j'ai adoré en fait ces expériences aussi. J'ai appris énormément. Et en fait, j'avais monté une boîte en sortant de l'école. Et puis, elle n'a pas marché. C'était un moteur de recherche. C'était un espèce de chat GPT avant les AI. Ask Jeeves, je sais pas si tu te rappelles quelque chose pour Si, bien sûr. c'est Ok. vieux. Hein. Mais c'était un moteur qui permettait de poser des questions en langage naturel et vous aviez
des réponses qui étaient liées à ces questions qui étaient proposées. Mais j'avais fait une version française de ça Ok. et j'y avais passé 2 ans et j'avais adoré. Et donc malheureusement ça n'avait pas marché. Et en 2002, en fait 2002, on s'est fait balayer comme quasiment, enfin comme plein de dot-com. Impossible de relever des fonds. Le modèle publicitaire avait explosé en vol. On avait perdu, je crois que le CPM, le coût pour 1000 à l'époque, avait divisé par 100 en 3 mois. Enfin c'était Ouf. très compliqué. Et donc on n'avait plus de revenus et on n'avait pas moyen de lever des fonds. Donc on a dû fermer la boîte à mon grand regret. Et puis j'ai rebondi en fait en rentrant chez SFR à ce moment-là, quoi. Et j'ai passé 5 années super, vraiment canon, avec quand même l'idée que dès que je trouvais une opportunité pour relancer un truc, je le ferais. Mais voilà, j'ai quand même passé une super expérience. C'était le début de l'internet mobile et je m'occupais des services, donc la musique, les jeux, la vidéo sur les téléphones. Et c'était un monde inexploré qui était fabuleux, quoi, avec des Donc, croissances incroyables. Donc mhm. j'ai beaucoup appris et j'ai adoré cette expérience, mais j'étais content Donc, de pouvoir redevenir entrepreneur, ce qui était un peu dans mon sang, quoi, un peu dans ma vocation. donc c'est ce que tu fais avec Commerce Guide, tu nous racontais en 2010, ça va durer 4-5 ans, c'est un vrai succès. T'en fais quoi? Tu le revends? Tu fais quoi avec ça? En fait, on a pivoté quelque part. On a divisé la boîte en deux. Ok. On avait construit, tu vois, l'histoire, c'est qu'on avait construit un logiciel e-commerce open source, complètement open source, euh, qui s'appelait Drupal Commerce. C'est l'extension de Drupal qui permettait de faire de l'e-commerce avec ce CMS, avec une promesse qui était simple, c'était de dire on va réunir dans un seul logiciel la possibilité de faire des sites de contenu et de faire des sites de e-commerce ensemble. Euh, c'est ce que demande d'ailleurs, ce problème n'a pas disparu, hein, c'est encore ce Non. que fait Adobe par exemple en ce moment. L'idée c'est que le contenu génère le trafic et l'e-commerce c'est la monétisation. Et donc en fait les deux ensemble, ça fait un produit très puissant et très sophistiqué. Et donc on avait eu beaucoup de traction en fait open source sur l'outil qui était très téléchargé, qui a été utilisé par des sites comme Cartier, par exemple. Cartier Monde utilisait Drupal Commerce comme pour faire tous ces sites dans tous ces pays, et puis plein d'autres. Et comme c'était un outil open source, en fait, nous on monétisait avec du service et puis une marketplace. Et puis on s'est dit, quel est le point commun de tous nos marchands là qui utilisent notre service, c'est que en fait ils ont besoin d'une solution cloud aussi. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi à Plateforme SH, qu'on a lancé Plateforme SH. Donc c'est dans cette entreprise-là qu'on a commencé à incuber ce produit, qui très vite, lorsqu'on l'a mis sur le marché, on a réalisé que génial. En fait, les partenaires, et notamment on travaille beaucoup avec beaucoup d'agences, ont commencé à l'adopter et nous disaient est-ce qu'on peut l'utiliser pour d'autres technologies. Et on a dit ben bien sûr, on a élargi le nombre de technologies possibles et tout d'un coup j'avais deux boîtes dans une boîte en fait. J'avais un produit cloud et un produit e-commerce. Et en fait on a coupé la boîte en deux, on a fait une partie cloud dédiée, plateforme SH, une partie e-commerce dédiée qui s'appelle Centauro et dont le CEO est mon ancien CTO de Drupal Commerce qui s'appelle Ryan Drama. Il est basé en Caroline du Nord et il continue à faire tourner ce business qui marche très bien et qui est Donc toi, profitable. tu dis Et plateforme SH. C'est quoi le SH? Rappelle-moi. le SH, c'est une façon de dire, c'est un produit pour développeurs, c'est le shell. Tu sais, c'est Ok, l'interface de code que les développeurs utilisent tous les jours. Et donc, c'est une façon de dire, c'est une plateforme pour développeurs. ça marche. Euh, voilà, c'est ça l'idée. C'est aussi un nom de domaine. Comme tous les noms de domaine, tu sais, c'est une géographie en fait. Comme IO, c'est British Island, je sais pas quoi. Là, c'est Santa Helena, c'est l'île où Napoléon a été enterré. Sainte-Hélène, ok. Sainte-Hélène, ouais. Donc plateforme SH, plateforme.sh. Euh, donc aujourd'hui, 10 ans après, c'est la même solution ou vous avez vachement évolué là? Bah, forcément, vous avez évolué, mais je veux dire, t'as pas pivoté. Non, j'ai pas, non, non, pas du tout. Non, non, au contraire, c'est une chouette histoire. En fait, Ce qui est assez le rare, hein. problème qu'on Normalement, a, à ton niveau, souvent, il a fallu pivoter 2-3 fois quand même avant de trouver la martingale. alors pour le coup, on n'a pas eu besoin de pivoter, mais en revanche, on a largement, enfin, ce produit, il s'est métamorphosé depuis le lancement, hein. Et il est de mieux en mieux. Et puis, on n'a pas fini parce qu'en fait, on fait que commencer, hein. Le produit, il a encore un potentiel de fou. Et puis, le problème qu'on résolvait en 2015, c'est-à-dire le cloud c'est trop compliqué, il est encore plus vrai en 2025. Le cloud c'est encore plus compliqué. Donc en fait, sur cette promesse, en fait, il y a encore tellement qu'on peut délivrer, Bah, quoi. raconte-nous, parce que c'est vrai qu'on n'en parle plus du tout. La révolution cloud, on en parlait pendant 10 ans, à OVH, Salesforce et SAP et plein d'autres.
Mm. On en parle moins aujourd'hui, comme si ça n'existe plus. Évidemment, on n'en a jamais autant eu besoin, mais on est tous focus et moi le premier sur GenAI et compagnie. Bien sûr. Euh, Raconte-nous un peu en quoi les enjeux du cloud sont encore plus prégnants là en 2025. Déjà, juste pour remettre dans le contexte, en fait, tu vois, si moi j'ai 25 ans d'internet dans les pattes là, tu vois, après comme moi, Sébastien, en 25 ans, il y a eu trois, quatre ruptures technologiques majeures. La première, c'était peut-être le search. Enfin, pour moi, en tout cas, vu de ma fenêtre, je sais pas si c'est le search quand Google est arrivé, c'était une révélation. L'e-commerce et bien sûr Amazon, les réseaux sociaux. Et puis ensuite, je pense qu'il y a le cloud et l'AI. Donc, on parle de cinq ruptures technologiques très fortes. Le cloud est moins visible parce qu'il est moins grand public. Le cloud n'est pas un outil grand public, c'est un outil pour entreprise. Et donc, moins bien compris et moins, voilà, on en parle moins dans les médias parce que, mais c'est pas moins une révolution. Enfin, c'est Toujours, on en incroyable parle parce moins dans les que, médias, sauf que le tout à chacun, on s'est retrouvé à devoir, enfin, je sais pas comment les gens font, hein, mais en tout cas ceux qui nous écoutent, je suis sûr, ont ou seront obligés demain, si c'est pas encore fait, je sais pas comment ils font encore une fois, hmm, s'abonner à un Apple Cloud, à un Google Cloud d'une manière ou d'une autre, parce que on a tellement de photos, de pièces jointes, de je sais pas quoi, que rapidement, les, je sais pas quoi, 5-10 gigas, je sais plus combien qu'on nous offre, sature, et maintenant il faut des centaines de gigas, voire des téras pour... ouais. Non, c'est vrai, mais là on parle du storage en fait, on parle du stockage, Les pardon. stockages, t'as raison, t'as raison. Dans l'esprit des gens, le cloud, l'esprit grand public, hein, c'est le stockage en fait. Donc effectivement, ça c'est bien compris, c'est compris par tout le monde. Et merci Dropbox d'avoir rendu le truc clair à tout le monde. Mais c'est bien plus que ça en fait. On se rend pas compte en fait, mais ce qui s'est passé dans le cloud, c'est génial. Je sais pas si on a le temps, mais je sais Vas-y, je pas t'en si les prie. gens connaissent sur ton audience l'histoire de comment c'est arrivé, parce qu'en fait c'est super marrant de comprendre l'histoire. Amazon, qui était déjà le plus gros marchand du monde dans les années 2012, finalement avait une capacité de serveur absolument gigantesque. Pourquoi? Parce que l'e-commerce, l'essentiel des ventes, elles se font au moment de Black Friday et sur la fin d'année. Et là, il n'est pas question de rater sa fin d'année parce que c'est un tiers du chiffre d'affaires de l'année en quelques semaines. Et donc, c'est à ce moment-là que les serveurs chauffent. Hein. C'est à ce moment-là qu'il y a besoin d'une grosse infrastructure. Mais tout le reste de l'année, il n'y a pas besoin d'infrastructure. Enfin, je veux dire, c'est un quart, un cinquième. Donc, imagine, tu dimensionnes ton infrastructure de serveur à l'époque Pour quelques jours, quelques pour quelques semaines. jours de pic, Ouais, quelques heures de pic, pour que c'est au fou. moment des Mm. pics, ça marche. Tout le reste du temps, c'est gâché en fait. Donc ils ont Parce investi que, comme des cochons dans leur outil Amazon Web Services ouais, pour pouvoir répondre à la demande et pas être dépendant d'acteurs externes, quoi. ils ont créé AWS, Amazon Web Services, moins pour cette raison-là, mais parce qu'ils avaient toutes ces capacités de serveurs inutilisées toute l'année, Mm. sauf quelques heures par an. Et donc ils se sont dit, bah, on va la rendre On va disponible louer à tout le monde. à tout Ouais, le monde. ouais. Et ce qu'ils ont fait, c'est là que c'est génial, c'est qu'avant, quand tu écrivais du logiciel, t'avais tes serveurs à toi, quoi. Tu savais où ils étaient, les serveurs, ils étaient dans une baie, tu les avais raqués, potentiellement c'était même toi qui allais de temps en temps les rebooter physiquement quand il y avait besoin. Là, tout d'un coup, en fait, ils vendent de la ressource computing. Trois trucs, du storage, encore, mais surtout du CPU et de la mémoire. Voilà. Et ça, ils le vendent de façon révolutionnaire, c'est-à-dire qu'ils le vendent à la seconde. Ce qui fait que si tu as besoin d'une énorme machine pendant 15 secondes, tu peux. Tu payes que 15 secondes. Tu payes pas l'installation, c'est juste, tu payes 15 secondes d'usage. Et ça, c'était incroyable, quoi. Et ça révolutionnait complètement ça, parce que complètement le monde le monde de l'informatique, parce que ça a été vrai partout. Donc, ils ont déployé des data centers partout dans le monde, et tout d'un coup, tu peux avoir des ressources de computing complètement dingues à n'importe quel endroit de la planète. C'était incroyable. Et du On a coup, vu ils ont ça, on imposé ce était complètement standard, scotché. évidemment, chez Azure, Microsoft, Google Cloud, Ils etc., les quoi. ont copiés, ouais, Ouais. tous les ont copiés. Mm, mm. Mais c'est ça l'avènement en fait de l'informatique dans les nuages, c'est que tu prends des ressources de computing, tu sais pas où elles sont quelque part dans un data center, tu sais pas forcément même où est le data center, souvent tu le sais quand même, et ça marche, et t'as plus du tout besoin de t'occuper de la présence physique de serveurs. Donc Et ça ça c'est explique entre autres le fait que toi, plateforme SH, il y a effectivement 3 ans maintenant, l'été 2022, tu vas faire une méga levée, là, alors que ouais, le marché est quand même en train de se retourner, de Mm. 140 millions de dollars parce que tu es positionné là où ça se passe, quoi. Ouais, et surtout nous on a pu créer une boîte en fait qui fait de l'hébergement cloud et beaucoup plus que ça, mais dont c'est le métier de cœur.
mondial sans avoir jamais touché à un serveur, ce qui est quand même incroyable. Tu vois, on peut héberger, on est une boîte française, dès les premiers jours, on pouvait héberger des clients au Japon sur des instances déployées au Japon, tu vois, ce qui était incroyable. Avant, c'était un marché de CAPEX. Maintenant, c'est devenu un marché de logiciels et d'OPEX. Et donc ça, c'est un truc qui est absolument dingue et qu'on réalise souvent assez peu, en fait. Parce que concrètement, Mais, ouais, sans être trop tech, toi, enfin tes clients, tes utilisateurs, et d'ailleurs, n'hésite pas à en citer. euh, ça va être sur le déploiement de l'app, ça va être sur l'aspect sécurité, ça va être sur la maintenance. En quoi tu vas les aider là? bah, en fait, un peu tout. L'idée, c'est justement qu'on ait un peu un one-stop shop. C'est-à-dire qu'on a une proposition qui est de dire, tu ne manages plus l'infrastructure. Et donc, on va t'apporter à la fois un workflow qui va permettre aux développeurs de, quand ils codent sur leur laptop, ensuite de l'envoyer sur le cloud et de faire en sorte que ça marche, ça soit fluide, qu'il n'y ait pas d'inconsistance, que tout ça soit vraiment extrêmement optimisé. Donc, les termes de l'industrie, tu vois, tu codes sur Git et c'est Git driven. Donc, c'est via le protocole Git en fait que tout ça se passe. C'est de l'infrastructure as code. Ça, c'est aussi un terme un peu d'industrie, mais qui veut dire que, en fait, avant, maintenant, tu peux décrire ton application et le système va l'orchestrer pour toi et tout est automatisé. Donc, tout ça, en fait, ça rend très fluide le fait de déployer du code et du nouveau code sur les serveurs sans erreur, avec des moyens de tester, avec plein de milestones pour vérifier que ton code va être de bonne qualité. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, deuxième aspect, c'est qu'on manage aussi la production. Donc, c'est complètement managé. On s'occupe pour toi de la sécurité. On te provide toutes tes images, tous tes containers, etc. C'est complètement managé par nous. Ce qui fait que voilà, c'est vraiment zéro overhead. Je gagne du temps, je me prends moins la tête et potentiellement j'évite d'avoir 5, 6, 7 solutions c'est ça, différentes ouais. qu'il faut orchestrer, quoi. Et Et qui sont pas excuse-moi parce que je toujours réalise que je compatibles. fais plein d'anglicismes et je vais essayer de faire moins. Mais ouais, effectivement, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de te simplifier la vie sur le management de ton infrastructure. Bon, et ben ça fonctionne effectivement. 7000 clients, j'avais au dernier pointage là. Tu 7000 confirmes? clients, ouais, donc certains très gros, tu vois, on est très fiers d'avoir, notre premier client, c'est Adobe, Ok. qui est basé à San José en Californie. On travaille beaucoup avec Nestlé, on travaille beaucoup avec la BNP Paribas, avec Johnson Johnson, avec Pinterest. Et puis on a aussi des plus petits clients, des agences qui sont pas moins importants, mais qui sont pas forcément aussi connus et dans différents domaines, donc à la fois de la tech, euh, financial institutions, des higher ed, comment on dit ça en français, des universités, etc. Donc on a pas mal de types d'industries différents et En chacun volume en fait valeur, les recherche. Américains ils représentent quoi? Sur tes 7000 C'est là? 65% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, les US. Waouh! Deux Ouais, tiers. Ah, c'est 65%. énorme. Ouais, deux Ok, ok, tiers. ok. Et la France, c'est peut-être 10%. Donc, tu vois. Ah, t'es devenu une boîte Euh, ricaine, quoi. Bah en tout cas, on est resté français. Hein. Notre siège social, c'est Paris. On est très fiers de ça. Donc on est une boîte européenne. Mais effectivement, notre revenu, il est avant tout en Amérique du Nord et puis à l'international. Bon, je disais tout à l'heure, tu as fait le choix du remote 100%, donc on peut Mhm. travailler où on veut et d'où on veut chez Plateforme SH. Raconte-moi ce choix, je crois quasiment à jour 1. Pourquoi, comment? Ouais, Qui t'a presque inspiré? jour 1. Presque jour 1. Non, écoute, c'est d'abord, c'est ce qui est intéressant, c'est que je peux dire vraiment hyper sans aucune retenue qu'on regrette pas ce choix, quoi. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui reviennent Nous, on a commencé en 2015, on était presque les seuls. Il y a presque personne qui faisait du remote en 2015. Évidemment, le jour de Covid, tout le monde est devenu CEO remote, mais de façon subie. Sous contrainte? Ouais. Voilà. Et donc, on découvert que c'était quand même possible. Mais effectivement, en 2015, il y avait personne. Nous, en fait, on avait dès le départ l'ambition de faire une boîte mondiale. Donc, on s'est dit, pour faire une boîte mondiale, il faut qu'on puisse avoir des ressources un peu partout. On n'avait pas envie d'avoir des bureaux un peu partout. Et en plus, on venait de l'open source. J'ai expliqué juste avant avec Drupal Commerce. On avait vu que dans l'open source,
ça fait 25 ans qu'il y a du travail en remote qui se fait efficacement entre ingénieurs. Donc moi, ça m'avait, je n'ai pas cette culture-là, hein, tu l'as noté, SFR, L'Oréal, c'est des boîtes très classiques où tu vas au bureau tous les jours et tu y restes longtemps et tu passes du temps, vraiment longtemps au bureau. Et en fait, ce qui m'a vraiment complètement décomplexé par rapport à l'idée que ça pouvait marcher, c'est que j'ai vu fonctionner dans l'open source. Donc en 2015, j'avais vu que ça marchait, je me suis dit, ben ouais, c'est en fait, si on veut faire une boîte internationale, c'est un super modèle. Ça va pouvoir aussi d'aller taper des talents dans des viviers qui sont en fait peu sollicités. Tu vois, parce que en fait, si tu cherches des gens à Paris, à Londres, à San Francisco, t'es en concurrence avec tout le monde, avec Berlin, t'es en concurrence avec toutes les grandes boîtes de tech, et tu les payes jamais aussi bien. Et donc là, tu trouves des gens super compétents qui ont décidé de ne pas rester dans les hubs technologiques, quoi. Et il y a des gens absolument géniaux. Et donc en fait, on a pu avoir des talents comme ça, avoir accès à des talents qui n'étaient pas forcément dans ces centres. Donc c'était ça le rationnel initialement. Et puis bon, après, évidemment, il faut construire le modèle parce que pour le coup, il n'y avait pas de playbook, hein. On a un peu appris en marchant, en C'est faisant quoi les plein 3 d'erreurs, et conseils puis que tu donnerais à quelqu'un qui veut t'imiter là? eh ben, le premier, c'est qu'il faut comprendre, surtout si c'est de l'international, parce que il y a un remote et il y a remote à l'international avec plein de time zones différentes. Parce que ça, là, on est au top de la complexité. Et là, le plus important, le mot-clé le plus important, c'est apprendre à travailler asynchrone. Parce que si tu peux travailler efficacement que au moment où les time zones interagissent à un moment décent, bah, en fait, ça suffit pas. Et donc, il faut réussir à construire une entreprise qui peut fonctionner en asynchrone et profiter du fait que ben, quand Paris se réveille, il y a tout le travail qui a été fait sur la East Coast et la West Coast qui peut être sur lequel on peut s'appuyer. Donc, d'abord, c'est de la lecture et puis ensuite, on continue à itérer. Et puis, pareil, on reprend et on a aussi des équipes en Australie. Donc, en fait, quelque part, quand ça marche bien, la boîte, elle travaille sans arrêt, quoi. On a tout le temps des projets qui avancent matin, midi, jour, nuit. Et ça, c'est extrêmement puissant. Mais ça nécessite de bien se travailler de façon coordonnée, c'est-à-dire de savoir bien se passer la balle, d'avoir clarifié ce qu'on avait fait à la fin de la journée, d'avoir une discipline, quoi, pour que les équipes avec qui on n'aurait pas pu parler puissent prendre le relais et perdre pas de temps. Donc il y a Parce ce qu'en travail en gros, toi, tu asynchrone qui est t'arrêtes clé. 36 heures, quoi. Tu t'arrêtes du vendredi, enfin pour une boîte européenne, on va dire, vendredi très très Ouais, tard, voire samedi dans la nuit, et tu vas reprendre le dimanche, dimanche matin avec l'Asie, quoi. ouais, Tu c'est t'arrêtes ça, 36 heures. exactement. Ouais, Ouais. l'Australie, c'est 14 heures quand je J'enfonce suis. une porte ouverte, mais c'est C'est vrai le que le dimanche après-midi à SF, 14 heures. pour l'Europe, c'est une tannée. Enfin là, tu vois, on enregistre, il est midi et Ouais, quart, et chez moi, il est ouais, 9h, 9h15 du soir, quoi. c'est ça. Donc Ouais, c'est c'est pas ça. toujours évident de communiquer. Donc je t'ai coupé. Premier truc, effectivement, Non, savoir premier travailler truc, c'est asynchrone. l'asynchrone. Ouais. Deuxième truc, c'est que il faut vraiment réfléchir à ces outils. Il faut avoir les bons outils. Quand je parle d'outils, là, je parle de produits SaaS, hein, mais il faut des outils communs à tous les membres de l'entreprise. Et puis par discipline, en fait, il y a aussi un certain nombre de produits SaaS qu'il faut pouvoir utiliser et C'est qui quoi tes accélèrent outils vraiment la préférés, du coup, alors productivité. que tu recommandes pour ça? Oh bah écoute, C'est des c'est des classiques ou pas? classiques, hein. C'est évidemment, tu vois, nous on a toute la suite Google. Hmm, Meet, Calendar et Mail et tout ça, Drive. On a bien sûr Slack. Ça, c'est vraiment les normal. trucs de base. Hmm. Et puis après, on a par discipline, on a par exemple, je sais pas, Linear et Jira pour la partie produit, Salesforce. Enfin, ça va être tous les classiques, hein. Salesforce pour l'équipe de vente, plus un paquet d'autres trucs, Phasm pour enregistrer les calls. Enfin, on a 40 ou 50 Non, non, mais tu n'as outils pas tous les SaaS. énumérés. C'était pour voir Non, les mais ouais, principaux. Ça marche. voilà, enfin, c'est hyper critique d'avoir le bon stack logiciel pour faire tourner la boîte. Et puis ensuite, il faut se voir aussi. C'est-à-dire que c'est super de travailler tous à distance et on peut faire énormément de trucs. Il faut aussi réussir à avoir des moments où en fait on se retrouve en personne. Tous. On crée du lien social, on passe voilà du bon temps aussi parce que quand on se voit pas très souvent, il y a une dimension qui est de création de lien qui est encore plus forte et qui est encore plus nécessaire. Et donc on en parlait juste avant de commencer à enregistrer. Là, la semaine prochaine, on part tous à Munich. On a 250 personnes sur 280 qui vont être présentes en personne sur place. On a une semaine qui va être incroyable, quoi. Et à chaque fois qu'on a fait ça, c'est des moments inoubliables vraiment. Parce que Et pourquoi c'est hyper Munich? excitant. Pourquoi Munich? Ça pousse fort l'Allemagne? Qu'est-ce qui se passe là?
Déjà parce que c'est facile d'y aller en train pour les Européens, Ok, c'est central. Et puis aussi parce que en fait, honnêtement, on a fait un benchmark assez approfondi de quels sont les endroits où on peut être 250 avec les bonnes salles de réunion. Il en faut un paquet parce qu'il faut pas juste un truc en plénière, il faut bien aussi pouvoir sûr. se splitter. Qui On y t'organise va quand ça? même pour T'es passé par travailler. Naboo, là, quand j'ai fait sur le podcast il y a pas longtemps ou pas? On est passé par Team Out, Aïe, aïe, aïe. Bon, ok. c'est des Français qui sont basés à Los Angeles, Bon, bah, qui sont très bien. t'essaieras Ouais. Naboo une prochaine fois et tu me diras. On fera le Naboo, d'accord, ok, comparatif. Ouais, je Naboo. connaissais pas, mais avec Très, plaisir. très, très, enfin, super entrepreneur qui est passé à ta place il y a quelques semaines. Ah, On excellent, l'embrasse. d'accord. Très bien. Écoute, plein encore pas mal de questions. On passe sur la deuxième moitié de cet épisode, Fred. Justement, entre Paris et si on est sur la géographie, la time zone, etc., et la culture, qu'est-ce que tu as appris là, toi, en 10 ans? Là où je vous fais, vous êtes 4-5 entrepreneurs à SF, à New York, à Boston, que j'ai diffusé entre mai et juin. Mm. Ravi d'avoir ton point de vue là-dessus, et qui est pas toujours le même d'ailleurs, donc je t'écoute. Ouais, qu'est-ce que j'ai appris, c'est ça? Qu'est-ce que De tu as cette culture appris? américaine? Qu'est-ce que tu regrettes pas en France? Et comment on peut s'inspirer aussi de vous? Et qu'est-ce qu'on doit absolument garder pour aussi avoir notre singularité, quoi? Non, écoute, ce que je recherchais en allant aux US, c'est j'étais persuadé que ça pouvait être notre premier marché pour la boîte, et ça s'est révélé. Pour le coup, là, c'était une bonne décision de ce point de vue-là. Et puis je me disais aussi, moi, j'ai toujours été très attiré par les États-Unis. J'avais envie d'y aller, j'avais envie d'emmener ma famille aux US, leur faire connaître une expérience un peu biculturelle entre la France et les US. J'adore les deux. J'ai du mal à choisir d'ailleurs. Je suis content de pas avoir à choisir parce que j'aurais vraiment du mal. J'adore pouvoir avoir en fait un pied de chaque côté, et revenir en France souvent et et vivre aux États-Unis. Pour moi, c'est génial. Écoute, qu'est-ce que j'ai appris? Ben, une culture qui est super intéressante, qui est très différente de la nôtre. Ils sont plus différents qu'on ne croit en fait. C'est ça qui est toujours intéressant. On a l'impression qu'ils sont comme nous. En fait, ils sont parfois, hein, mais non. Il y a pas 10 000 kilomètres de différence entre nous, sans avoir des différences aussi marquées que celles qui sont super visibles avec l'Asie, quoi. Je pense que c'est le même genre de, enfin, c'est très fort. Ils sont forts dans le business. Ils le font, ils réfléchissent à scaler comme nous on réfléchit pas. Ils ont une ambition qu'on n'arrive pas à s'autoriser naturellement aussi, nous Européens. Et puis ils sont décomplexés. Euh, ils, ils ont envie de réussir, ils ont aucun problème à le dire, à le vivre et à être à fond et à Qu'est-ce qui voir grand. t'étonne? Là, tu commences à répondre. Qu'est-ce qui t'étonne encore agréablement chez eux et qu'est-ce qui, à l'inverse, t'irrite et te rappelle quand même tous les matins que t'es quand même européen? Bah écoute, là, en ce moment on vit une période un peu difficile là. Moi j'avoue que dès que je tourne les news là, Ah, avec la j'ai envie de les politique, refermer ouais. aussi vite. Ouais. Donc là, je suis à un C'est niveau de pas le top non saturation plus en là. France, hein, comme tu le sais. Non, non, c'est sûr. Mais là, en plus, tu le disais en fait. Moi, je vis en Californie. J'étais pendant 6 ans à San Francisco. J'ai Ah déménagé oui, c'est à compliqué chez LA en vous là. fait. Et je suis Ouais, à ouais. LA là, et donc en ce Ah, moment, t'es si tu à veux, LA? Ok, je suis à LA depuis 3 ans ok. et là en ce moment, LA est dans le feu de l'actualité. On enregistre ça, oui, il y a les émeutes, effectivement, depuis quelques jours là. Ouais, pas très loin de chez moi. Et ouais, non, c'est très dur à accepter quoi, parce que je pense que, euh, euh, enfin voilà, en ce Ouais, moment vous avez les Marines sur place là. J'ai écouté ouais, ouais, un analyste, donc il y garde a Garde nationale, nationale et Marines. Marines, et les Hmm. Marines, en fait, ils sont, j'allais dire élevés, ils sont formés. Le mot est un peu, enfin, un peu dur, pas pour tuer, mais genre en fait, c'est quand même un truc pour eux qui est assez intrinsèque, assez naturel. Donc en fait, de dire je vais envoyer 5 ou 700 marines, en fait, Trump a envoyé un message en fait, en mode Ouais, faites pas les cons quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est sûr. Et donc ça peut super mal finir. Enfin, tu vois, c'est ça Mm. la grande crainte, c'est que rien n'est sûr, hein, et on peut espérer pour le meilleur, mais ça Oui, je peut le dis très d'un mal ton finir. léger, et à l'heure où on parle, il n'y a pas eu je crois pas Non, qu'il y ait non, de écoute, drame, mais so far so ouais. good, mais Bon, c'est des moments dangereux en fait où on sent que les choses peuvent basculer
Et pour et voilà, continuer c'est un là-dessus, peu du dur coup, à vivre. il y a la question derrière. Et oui, bah, je te envoie plein de love et plein de courage, ta famille et toi. Mais Merci. oui, sur ce côté, donc si on s'intéresse à nous là, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire ou de ne pas faire, sachant que voilà, tu es une plateforme franco-américaine maintenant, on va dire au mieux quand même, ou au pire. Tu sais qu'il y a cette petite musique de souveraineté. Tu le vois avec, on Mmh. le voyait il y a 10 ans avec Scaleway, OVH, aujourd'hui avec Mistral. On y croit ou on n'y croit pas. Certains disent mais bien sûr, d'autres disent bah, bien sûr face à Trump, face à j'en sais rien, à Poutine, etc., l'Ukraine. Et puis d'autres disent mais attendez, c'est n'importe quoi. On peut pas se couper justement d'AWS, de Google et Co. Comment voilà, est-ce que tu as un discours là-dessus, toi, sur ces enjeux de souveraineté? Écoute, moi, je pense qu'il faut absolument que l'Europe soit plus souveraine sur ses outils digitaux. Donc, je suis complètement persuadé qu'on ne peut pas être à la traîne des États-Unis et de la Chine, et qu'il faut qu'on investisse plus, qu'on aide plus les entrepreneurs, qu'on aide plus les startups, qu'il y ait plus de commandes publiques dirigées vers la tech française et européenne. Et je pense qu'on est trop naïf encore parce que les autres font ça, quoi. Et donc on doit pas enfin, on est très idéaliste en Europe. On aime bien les mondes un peu parfaits, quoi. Le monde n'est pas parfait. Il faudrait qu'on soit un poil plus pragmatique parce que et puis en plus je trouve que tu vois on parle beaucoup de souveraineté en ce moment et on n'a pas forcément les bonnes réponses. Tu vois, moi Ah, c'est comme tu vois, avec si on prend Trump, un quoi. Il pose exemple. les bonnes questions, mais il n'a pas les bonnes réponses, quoi. Oui, et donc, je veux dire, donc les Européens sont pas les seuls à. T'as raison de le rappeler, en fait, il y a le sujet, c'est celui de la commande publique en fait, et c'est de faire en sorte qu'il y ait un espèce de patriotisme économique qui font que les entreprises françaises et européennes achètent avant tout, quand c'est possible, aux entreprises françaises et européennes. Ça veut pas dire qu'il faut se priver de l'innovation, surtout pas. Donc c'est un peu, je dirais, c'est un peu une réponse un peu entre les deux, quoi. Hein. Parce que je pense qu'il faut être souverain, il faut aider nos entreprises, il faut ne pas être à la traîne, il faut faire plus de recherche, il faut faire tout ça mieux en Europe, c'est sûr, et en même temps, il faut pas se couper pour autant. Donc c'est un espèce de middle ground que je propose là. Mais en fait, tu vois, pour prendre un exemple, moi je suis très frustré de Secnum Cloud. Tu vois, c'est ce sujet dans notre industrie sur le cloud, c'est le sujet dont on parle tout le temps, Rappelle d'un mot ce que parce c'est, que tout le monde ne connaît pas. Un Secnum Cloud, ce SecNum sont des Cloud. ouais, c'est des normes qui sont requises en fait pour utiliser des services cloud sur les données sensibles en Europe. En gros, Et en gros pour que le ministère de la Défense, j'en sais rien, contracte avec Google, bah, il a dû passer par l'offre. Comment il s'appelle d'ailleurs? Aide-moi. ouais, Avec Thales, bon, c'est ils ont bleu, fait un non, c'est cloud ça? Je les bleu confonds. peut-être, ouais. Il y en a une qui s'appelle bleu et l'autre, Voilà. j'ai oublié. Mais bon, ils ont fait une Mais tu offre vois, avec Thales, comme ça, elle est tamponnée. voilà, Thales et puis il y a eu Microsoft aussi. Et en fait, Bien sûr, le ouais. sujet de Secnum Cloud, donc c'était pour protéger un peu Sens, ça c'était à s'appelle la fois Sens, avec pour le E à Sens, tu as l'envers qui fait raison. un Ouais, 3. ça c'est Ouais. Google ça. Mm, Et mm. bleu c'est Microsoft. Ouais. Mais on se retrouve en fait, on se retrouve avec encore Secnum Cloud, c'était censé protéger le cloud européen. On se retrouve avec finalement des hyperscalers qui sont tous là. Et c'était censé apporter des normes protectrices. Sauf qu'en fait, ces normes protectrices, elles sont aussi extrêmement difficiles pour les petits acteurs comme nous, parce que en fait, typiquement, ça nécessite d'avoir des opérations complètement fragmentées entre l'Europe et les US, et donc ça veut dire repenser complètement tout le business pour pouvoir répondre à ces questions. Donc quand tu es une boîte de la taille de Microsoft ou de Google, faire ça, c'est pas très compliqué. Quand tu es de notre taille, en fait, c'est hyper compliqué. Et le temps que tu vas passer à devenir Secnum Cloud, tu vas pas le passer à innover, quoi. Et en fait, et être bon dans la compétition mondiale. Donc, on est sur un truc où c'est très frustrant parce que ça marche vraiment pour personne. En fait, à la fin, c'est les hyperscalers qui vont gagner quand même. Et on a augmenté la barrière à l'entrée pour les startups et les scale-up. Voilà, moi je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Je pense que Tu le dis ça sujet, et en c'est même vraiment temps, celui quand tu de. regardes les startups françaises, les scale-up, et toutes celles qui viennent sur Tech45, Hmm. à 80%, elles sont sur AWS et à 95% dans l'IA, elles font tourner leurs solutions, leurs SaaS, leurs outils sur le cloud d'Amazon. Tu vois, elles sont pas très patriotes, quoi. Est-ce qu'elles ont Ouais, le choix? tout à fait. J'en sais rien, mais bon, c'est ce qu'elles prennent. Elles doivent considérer que Mais, c'est la mais solution la plus optimale. ce qui montre que Secnum Cloud a pas du tout marché, quoi.
quelque part, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est que ça a pas du tout en fait, on s'est pas attaqué au vrai problème. Le vrai problème, il est celui-là, celui que tu expliques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait en fait des boîtes qui soient aidées pour être aussi innovantes et aussi bonnes que les AWS, Azure Co, parce que sinon et tous les concurrents américains, parce que sinon voilà, il y aurait un sujet de je vais aller prendre la meilleure solution et pas celle qui est purement nationale. Donc en On fait le parle, sujet c'est de pouvoir innover quoi, c'est de pouvoir ouais. c'est de booster l'innovation. On parle de plus en plus, là je m'adresse à ton public, tes clients, etc., de no-code, low-code. On sait que maintenant avec les Perplexity, Claude, ChatGPT, sûrement Mistral aussi, on peut coder. Ça nous soutient, ça nous aide, voire ça nous fait presque tout. Bon, j'imagine qu'il faut quand même rester un peu éveillé et avoir quelques notions, sinon ça le fait pas. Mais est-ce que tu me vois venir derrière? Est-ce que ça va pas commoditiser le métier de tes utilisateurs là? Écoute, mais les, les codeurs, ils sont très sollicités en ce moment. Il y a encore des shortages de développeurs hein, au moment où on se parle. Et en Shortage, revanche, c'est sûr, pénurie. c'est Ouais, pardon, des pénuries. je t'en Et ce qui prie. est sûr, c'est que on a de plus en plus d'entre eux utilisent de l'AI, pour pas dire quasiment tous les développeurs aujourd'hui. Euh, c'est sûr que l'AI va aider à écrire du code. Ça, c'est absolument certain. C'est déjà le cas. Euh, et ça va faire changer le métier de développeur. Parce que je pense que le concept, ça va être effectivement de savoir bien utiliser ces outils, de la même manière que les agriculteurs, quand le tracteur est arrivé, ils ont dû apprendre à utiliser un tracteur et ça leur a permis de couvrir des surfaces qu'ils ne pouvaient pas imaginer avant. Bah là, on est un peu sur le même genre Oui, de on va tous paradigme. Hein. monter son niveau de jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va tous être capable de faire beaucoup plus dans la journée. Mm, Par contre, il faudra garder le contrôle parce que l'AI, si tu la diriges pas bien, elle fait n'importe quoi. Donc, il faut être bon en contrôle, en supervision, en prompt aussi. Il faut être capable de donner le bon design doc et les bonnes directions. Enfin, n'importe Euh, quoi. C'est quand même, en 2 ans et demi, ce qu'on a vécu est juste incroyable, hein. Je te parle juste de c'est GenAI. incroyable. J'ai même pas sur les agents et potentiellement ce qui nous attend dans les prochains trimestres, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis les outils, on voit enfin la pénétration ultra rapide d'un cursor ou d'un lovable enfin ou Replit, etc. Enfin tous les outils que les développeurs utilisent en ce moment là, Ouais. les taux Et des boîtes d'adoption toutes sont petites, hein, parfois avec phénoménaux. 10, 15 personnes qui font déjà des millions, voire des dizaines de millions de chiffre d'affaires, hein. De chiffre d'affaires et même d'utilisateurs. Ouais, ouais. C'est fou. L'adoption est extrêmement rapide. Et donc ça, c'est assez bluffant. On sent qu'il y a une phase d'accélération qui est assez prodigieuse. Et qui est pas prêt de s'arrêter quoi. Donc ça va changer le job fondamentalement. À la question, tu vois, est-ce que ça va remplacer les développeurs? Moi, à ce stade, je crois pas. Je pense que ça va plutôt les augmenter. On va voir qu'ils sont capables de faire plus et on va leur donner plus à faire. Et il y aura plus de code écrit, il y aura plus d'applications qui vont sortir ou des meilleures applications ou plus sophistiquées. Je vois pas du tout. Et je peux me tromper, hein, mais j'ai pas la boule de cristal. Hein, mais j'imagine pas que demain on se dira on a trop de développeurs. Je pense qu'on va rester dans une logique où il en fera toujours plus et par contre une partie de leur expertise sera celle de pouvoir bien manipuler et leverager les solutions d'AI disponibles. Allez, mes questions standards, Fred, pour terminer, si tu veux bien. Question courte, réponse courte. Ton meilleur souvenir, tiens, chez Plateforme SH en 10 ans? Ah, écoute, il y en a plein. Ah bah, un seul. Ouais, un seul. Ah, ok. Écoute, je vais prendre, je sais pas, la fois où on a gagné Nestlé, on avait fait un appel d'offres qui était hyper compétitif et on avait fait un super travail d'équipe pour aller gagner ce compte. Donc ça reste un grand moment parce qu'en plus on avait fêté ça juste après la Je les soutenance, on connais, avait tes eu la concurrents, c'est réponse. des grosses boîtes ou c'est des acteurs comme toi, un peu sous le radar que on connaît pas Je forcément du sais tout? pas si tu les connais. Écoute, à l'époque, on était en compétition contre une boîte qui s'appelle Acquia. Non, je connais pas. Hmm. Bon, en tout cas, voilà. 2000, tu m'as dit c'est quelle année? Il y a Écoute, quatre c'était cinq ans? en 2019. Ok. Ouais. Bon, le moins bon souvenir alors pour le coup. Le moins bon souvenir, ah ouais, je dirais que c'est à chaque fois que je me suis séparé d'équipiers, soit parce qu'ils
il fallait, soit parce que eux partaient. C'est Mm. un truc que j'ai toujours du mal à vivre, moi, ça. Tu vois, je le prends un peu personnellement, quoi. Je devrais pas, hein. Mais les départs d'équipiers, soit parce que sont séparés, soit parce que effectivement ils ont choisi de nous quitter, c'est toujours dur pour moi. C'est toujours un moment où je me dis, j'ai pas été, je suis pas entrepreneur pour ça. J'adore recruter, je déteste me Ouais, c'est séparer bien de que tu gens. restes très humain, parce que parfois ouais, ça durcit le cuir et on devient un peu étanche à tout ça. En tout cas, c'est l'image que certains peuvent donner. Tiens, une anecdote que tu n'as pas racontée d'ici là et que tu nous réserves là pour tes 45, Fred. Euh, Tu sais, je pense à il y a une histoire que je trouve assez rigolote et qui explique pourquoi on est encore une boîte française, honnêtement. C'est que en tout début d'histoire de la boîte, mai, mai 2015, on avait moins de 100 cas d'ARR et franchement, j'avais pas de solution parce qu'on n'avait plus de cash, moins de 100 cas d'ARR et je sentais que mes VC n'allaient plus me suivre et je savais pas comment faire. Et tout d'un coup, de façon complètement inattendue, je reçois un coup de fil de la Commission européenne qui me dit on vous a choisi, vous allez avoir une subvention de 2 millions d'euros. On avait rempli un dossier en décembre, on l'avait fait bien, hein, mais tu vois, j'avais carrément oublié que c'était. J'étais en train de me dire qu'est-ce qu'on va raconter au board de juin, et j'avais vraiment, je trouvais pas quoi. Je sentais ils n'avaient pas pour nous suivre. On avait déjà fait un bridge, ils feraient pas un deuxième bridge et tout. Je voyais plus de moyens, et boum, le miracle. Donc ça, c'était génial parce que ça nous a permis de finir le produit et de transitionner, de pouvoir faire une levée de fonds quelques années plus tard dans de Un mot, super t'as pas conditions, cité tes quoi. fonds, c'est qui? Tiens, on va leur faire un clin d'œil. J'ai des super fonds. Au capital aujourd'hui, j'ai Eurazeo, j'ai Partech, j'ai Ainov, qui est là depuis toujours, Ah, Innov, quasiment, c'est la famille BGV. d'Entresangle, hein. C'est le family Oui, office. exactement. Ok, mais Exactement. salut. BGV. Et plus récemment, on a accueilli trois fonds lors du dernier tour. C'est Reveia, Itrium, ce sont des Allemands, et Morgan Stanley. C'est Génial. local. Bon. Une personne que je dois inviter après toi. Une personne. Est-ce que tu connais Eloa Guillotin? Non, jamais invité. Non, c'est la CEO de Beyond Aero. Euh, Ah, bien sûr. Ça te parle ou pas? C'est Ouais, c'est l'avion hydrogène, avion enfin hydrogène. l'avion. Ouais, Ouais. ouais. Ok. Eloa, elle habite à Los Angeles. C'est une bonne copine. Elle est génialissime. Je te confie. Enfin, Eh ben, tu me fais l'intro. je te Je vois mettrai en tout à fait qui relation c'est. avec plaisir. Ouais. Elle a Elle est l'air d'être hyper bien inspirante, partie et grave. Eh ben, écoute, fais-moi incroyable. l'intro et 27 ans, une elle est sur énergie ce podcast incroyable. avant la fin de l'année. Génial, cool, super. Merci Fred. Bah écoute, bon vent. Alors non pas, tu m'as pas corrigé, non pas à SF, mais à LA. Et puis j'espère que la situation s'est calmée quand je mets ça en ligne en ce courant du mois de juin. À très vite. Merci C'est encore. adorable. Merci Seb. À bientôt. Très bonne journée.